quand il faut parler des producteurs, t'es là, toi. Hein. Évidemment. D'ailleurs, pardon, mais beaucoup de commentaires de gens qui sont heureux de te voir heureux en face de Tariq Azouz dans le review. Mais il y a eu des commentaires sur YouTube, mais il y a aussi, j'ai reçu des messages, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'il avait, Raphaël, à être aussi content là? Bah, s'il y a un producteur en face de lui, il est content en fait. Les producteurs, je suis content, tu vois. Bonjour à toutes et à tous. Nouvel épisode du Code Review. Nous allons essayer de proposer un décryptage pertinent de l'actualité du rap francophone. On va tenter de le faire. Et c'est l'épisode numéro 49. 49 comme qui? Eh bien comme l'âge de 50 Cent, qui a 49 ans. Oui, comme Rick Ross, Jadakiss ou encore will.i.am. Je commence à galérer sur les joueurs de foot. Voilà, j'arrive sur du Crystal Palace, du Sheffield United. J'ai plus grand chose en magasin. Voilà, comme grand chose en magasin, c'est une expression de Walid Acharchour d'ailleurs, qui dit souvent dans le club des 5. Bref, will.i.am d'ailleurs, je me permets de le dire, que j'ai rencontré, que j'avais interviewé à l'époque. Pour la VCDR du son, tout à fait. Tu te souviens? Tout à fait. Il t'avait parlé d'MC Solar d'ailleurs. Exactement, ouais. Tout à fait. Parce que c'est le seul rappeur français que c'est cette génération-là de rappeurs américains, je pense, à écouter à l'époque. Évidemment, pour cet épisode du Code Review, je suis accompagné d'un duo aussi iconique que le combo Ketchup Mayo, Sandra Sauce Gruyère Gomez. Comment vas-tu? Oh putain, ça va au top. Merci. Oui. La petite dédicace. Bien sûr, évidemment. Ça sort pas de nulle part. Et Raphaël, sauce tartare d'Acruz. Ça te va? Pas mal. Plus classique, mais. Ouais. Moi, je préfère plutôt la sauce algérienne. J'aime bien quand c'est piquant, quand c'est relevé. Ah, ok. Il n'y a pas de sauce portugaise emblématique? Vous n'avez pas ça Non, il n'y a rien qui me vient en tête. Pas trop. Hein. À part la harissa, en vrai, c'est un peu partout. Ouais, ou alors la sauce qu'on met dans la franzigne, tu sais, le truc à base de sauce tomate, ça. Dans quoi? Redis-le, c'était beau. Franzigne. Ah, putain. La petite française, ça veut dire. C'est une sorte de croque-monsieur qui baigne dans une sauce tomate. C'est un truc un peu typique de la brasserie portugaise, voilà. Très bien. Eh bien, je voulais citer la harissa qui était un groupe de rap bien aussi. Sûr, absolument. Portugais. Et de rappeurs tout à fait d'origine portugaise, absolument. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a un feat, la harissa, sage poète de la rue. Voilà. C'est exact, non? Je crois que tu as raison. C'est vrai. Je crois que tu as raison. Ce qui me permet de juste dire Danny Dan. Voilà, et donc de remplir mon contrat et de pouvoir être payé. Sinon, je n'ai pas de salaire si je ne fais pas ça. Bref, aujourd'hui, alors au moment où on enregistre cet épisode, il y a pas mal de grosses sorties attendues. D'ailleurs, on enregistre le jour où sort La Crime, Timal et Impliqué 140 qui arrive prochainement aussi. Mais on peut pas tout écouter en avance. Nous avons choisi de parler d'Alonso, rappeur emblématique, évidemment, de ce rap marseillais, mais français, tout simplement, qui sort là, Longue Vie à nous. Donc, au moment où on enregistre, ça sort aujourd'hui, 3 ans après Quartier Nord, en 2022. Donc on s'est dit qu'on allait s'attarder un petit peu sur lui, sur sa carrière, parce qu'on l'a jamais fait encore dans le Code Review, on n'a jamais parlé de lui dans ce format-là, en tout cas. C'est quand même finalement... Probablement, en tout cas, on va en parler, une des plus belles carrières du rap français. Actif depuis 1995. Il est en feat tout le temps, avec plein d'artistes de différentes générations. Il a quand même abordé différents styles dans sa carrière. Donc oui, à un moment, je vous pose la question. Est-ce que c'est le GOAT? Voilà, sachez-le, vous avez 20 minutes pour vous y préparer. Je vais y aller. Mais avant vraiment peut-être de revenir sur sa carrière, commençons par l'actualité. Le dernier album, Longue Vie à nous, que nous avons écouté. Sandra, qu'en as-tu pensé? Alors, ce que j'ai apprécié dans cet album, c'est que c'est à l'image d'Alonso, il n'y a pas de fumisterie. Il y a une simplicité d'exécution que j'aime beaucoup avec lui, et même d'intention, qui fait qu'on sait où on met les pieds. Il n'y a pas de personnage, c'est le même rappeur qu'on suit depuis des années. Dans cet album, on retrouve une recette qui maîtrise. Évidemment, il y a des hits, parce que ça, c'est une des forces aussi d'Alonso, c'est ce qui l'a fait traverser les époques aussi, et avec un succès aussi populaire année après année, c'est sa facilité à faire des hits. D'ailleurs, ça a l'air simple quand on parle de grosses pointures comme ça, mais il faut quand même le souligner, c'est pas aussi facile que ça, d'être aussi pertinent et justement de s'adapter aux nouvelles tendances, etc. Je trouve qu'il y a vraiment, à la première écoute, on sait qu'il y a des trucs qui vont ultra marché. Donc chapeau pour ça. Par contre, sa forme que je trouve la plus intéressante et la plus puissante, c'est ce qu'on peut entendre sur des morceaux que je voulais souligner, comme Solstice, qui ouvre l'album. C'est l'intro, ouais, qui est très forte, je trouve. Comme Ferry, que je trouve aussi très réussi, avec une prod qui évolue, comme Pull Up ou Highlander qui clôture, où en fait il rappe à fond. Et c'est là où on voit qu'effectivement la longévité qu'il a est amplement méritée et qu'il n'a rien perdu aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste il est là et bon, le niveau se perd, c'est qu'il est toujours pertinent dans son rap, dans sa forme première dans laquelle on l'a connu. Mais en dehors de ces morceaux-là, je trouve qu'il y a une bonne partie des morceaux où il y a un schéma qui fonctionne, mais qui est un peu plus doux, qui n'est pas forcément
quelque chose où on ressent vraiment la personnalité d'Alonso, tu vois. Donc un peu moins puissant selon moi. Et il y a une autre chose qui est plus de mon appréciation personnelle, mais que je pense qu'il aurait pu ajouter aussi un petit peu de profondeur à cet album, c'est le casting que j'aurais aimé un petit peu plus audacieux, parce que j'ai été un petit peu déçue des feats, pas sur les morceaux en eux-mêmes, qui sont plutôt réussis. Le morceau avec Jul, je l'aime beaucoup. Le morceau avec Gazou, je le trouve réussi aussi. Maître Gims, c'est le hit parfait, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais j'aurais pensé qu'avec un album comme ça, où justement il y a moins d'enjeux, il est dans une posture d'ancien, dans la forme noble du terme, j'aurais aimé qu'il y ait cette passation générationnelle qui aurait amené un peu un truc un peu plus une dynamique en tout cas un peu plus intéressante, et une passation générationnelle territoriale, avec des artistes comme Stony Stone, Hashim, des jeunes pousses comme ça qui ont certainement été beaucoup inspirés par lui. Et je pense que ça pourrait fonctionner, ce truc-là. Je ne sais pas si c'est le dernier album d'Alonso. Je pense qu'il va continuer à rester jamais trop loin du rap. Mais en tout cas, ça aurait pu apporter quelque chose d'intéressant à cet album. Bah moi, pour répondre à ça m'évoque une réflexion. Je pense pas qu'il se voit comme un ancien. Déjà parce que tu sais, quand on dit ancien, il est quand même plus jeune que parce qu'il a commencé très jeune, Alonso. Il est plus jeune que les Rimka. Tu sais, quand on parle de longévité, c'est vrai, même si aujourd'hui il est dans cette catégorie-là, il est plus jeune qu'eux. Et je pense, tu vois, moi justement, parce que quand Rimka est venu, et Oxmo aussi est venu, qui est encore une autre génération, ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, nous en fait, aujourd'hui, Rimka, que son projet marche ou pas, ça change rien à sa vie, tu vois, en fait. Donc il est plus forcément dans cette recherche de hit à chaque fois. Je pense que Alonso, que son projet marche ou pas, ça va rien changer à sa vie dans l'absolu, mais je pense que il veut que ça marche. Tu vois, je pense que c'est la différence avec un Rimka potentiellement qui peut sortir un peu par-ci par-là. Oui. Moi, je pense que dans la tête d'Alonso, il faudra en parler avec lui, mais je pense qu'il y a presque une forme d'obligation pour que ça cartonne, et donc du coup, des morceaux... effectivement, je rejoins, moi j'adore Alonso. Solstice, je trouve que c'est exceptionnel. Les feats, par exemple le feat avec PLK, le feat avec Gims, je les trouve un peu plus téléphonés. Tu vois, ça veut pas dire que ça va pas marcher, ça veut pas dire que c'est mécanique. Ouais, exactement. Le feat avec PLK particulièrement, je trouve. Et je le trouve très... Mais en fait, je pense que lui, justement, il veut être dans le top. Ouais. Je pense qu'il a encore cette réflexion-là. Du coup, ça passe... effectivement peut-être par certaines obligations, tu vois, pour être dans le top. Et je pense que c'est pas la même... lui il se voit pas comme j'ai pas d'enjeu. Je pense que dans sa tête il doit, et puis je pense qu'il y a aussi le vélodrome derrière, tu vois, donc la volonté, peut-être que d'ailleurs je sais même pas si, non c'est pas soldat je crois encore, mais j'ai assez peu de doute sur le fait que ça va l'être, peut-être que ça sera soldat au moment de l'interview d'ailleurs de la vidéo, mais je pense qu'il y a aussi toute cette dynamique là, en fait il est encore dans une dynamique conquérante et pas encore, tu vois, mais après, je pose les armes. Je pense qu'il pose pas encore les armes. C'est certainement ce qui fait sa force, tu vois, c'est son humilité aussi. Mais pour le coup, je pense que le public est prêt à entendre des pas de côté, comme Rimka peut s'octroyer aussi, tu vois. Et j'aimerais l'entendre là-dessus. Ce qui n'empêche pas Rimka d'avoir un hit, comme c'est le cas avec SDM, la Run, qui est un carton. Évidemment. Donc je pense qu'il est capable de faire les deux, en fait. Ouais. C'est plutôt ça. Et d'autant plus que, à mon sens, il l'avait fait avec son album précédent, Quartier Nord. Oui, toi t'avais beaucoup aimé Quartier Nord. Exactement. Et ce qui me fait dire du coup que cet album, il me déçoit un peu, moi, ce Longue Vie à nous. Et du coup, je vais faire un pas de côté sur Quartier Nord, mais pour moi, en fait, ce Quartier Nord, il y avait à la fois ce truc un peu plus intime où il parlait de lui, de Kassim en fait, tout en gardant ce truc de faire de la musique populaire. C'est un truc qu'il dit d'ailleurs dans Solstice où il dit je fais du rap de chicha en fait, et il l'assume complètement, il l'a toujours assumé. C'est un truc aussi qui faisait aussi l'identité des psychiatres. Il l'a dit aussi il y a pas très longtemps là dans une interview avec Mouloud Achour dans Click, où il dit en fait non, je fais de la musique pour les gens qui me ressemblent en fait, et ça c'est un truc qu'il a toujours assumé. Il y a une forme de noblesse, il y a une forme d'authenticité à ça. Ça veut pas dire que c'est pas forcément de mauvais goût, c'est toujours bien fait, mais il y a un truc qu'il a toujours assumé et qu'il a réussi à bien faire. Et sur cet album là en fait il y avait une synthèse sur Quartier Nord, et il y avait des moments avec des vrais partis pris musicaux aussi, des morceaux comme Plaqué 13, Le Doublé, Bumpy, où en fait il avait pas besoin de le rappeler, mais il remettait un truc sur... En fait, je suis un vrai bon rappeur, quoi, depuis l'époque où je rappe, depuis 95, quand j'étais encore mineur, quoi. Et il y avait même un vrai tube avec Tout va bien, qui était... alors c'est sûr qu'en 2022, avoir Nino, Naps et Alonso sur le même morceau, c'est à peu près sûr que le truc va cartonner, déjà rien qu'avec ce naming. Tu peux t'arrêter à Nino. Déjà. C'est vrai. Clairement, voilà. Mais il y avait de l'allant. Je trouve qu'il y avait de l'entrain, il y avait quelque chose de positif dans ce morceau, tu vois, c'est une forme de légèreté, quoi. Et donc voilà, je trouvais vraiment que cet album était vraiment très très réussi pour toutes ces raisons-là, et qu'il pouvait prouver qu'il pouvait être toujours dans le temps,
ce que vous avez assez bien expliqué il y a quelques minutes, mais aussi de bien vieillir dans sa manière de se raconter. Et vraiment dans le sens aussi noble du terme de vieillir, c'est pas un gros mot de vieillir, et justement de montrer qu'il prenait de l'âge et de l'expérience, quoi. Et du coup, je trouve que ce Longue Vie à nous, il manque un peu ce supplément d'âme qu'avait un album comme Quartier Nord. C'est un disque effectivement qui est assez effectif, qui tape dans plein de teintes à succès, la trappe mélancolique de J'ai donné, je pense aussi à ces cuivres façon YSL, là, Young Thug de Elle veut, les accords de guitare qu'on peut entendre sur Alabama ou Tableau de bord. Mais voilà, je trouve que, je reprends ce mot que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est un peu mécanique, ça manque d'étincelles. Et du coup, j'ai l'impression que ça amène pas Alonso à se dépasser en tant qu'auteur et interprète, à la fois dans ce qu'il peut écrire, et à la fois aussi en tant que interprète caméléon, qui peut faire plein de trucs, sauf effectivement sur les morceaux très rap, où là-dessus, je le trouve toujours en fait juste. Et tous les morceaux que tu as cités, je suis d'accord avec toi, Sostige, Pull Up, les deux parties frontales de Ferry justement, Highlander aussi enfin, qui fait un peu plus chanson française, mais avec aussi des parties un peu plus rappées, je trouve que ça marche très bien. Mais par contre, il y a plein de moments que je trouve plats quoi, sur l'album. Piranha par exemple, le feat avec Gazo, je trouve que c'est plat. Et en fait, il y a un paradoxe avec ce disque, je trouve, c'est que ça indique, le titre indique une forme de célébration, Longue Vie à nous. Et en fait, je trouve que c'est un album qui est assez amer sur certains trucs. Notamment sur la trahison, sur la confiance donnée finalement. C'est un sujet qui est très présent chez Alonso depuis longtemps. Mais je trouve beaucoup sur cet album-là. J'ai l'impression sur 2 tiers des titres à peu près, de Paranoia, donc il y a des morceaux comme J'ai donné, Couteau dans le dos, donc effectivement le single avec Gims, Plus besoin de toi, Toute la noche. Et en fait, alors c'est peut-être inspiré de choses réelles de sa vie, avec le succès, etc. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il partage aussi avec Jul, qui a plus en plus présent, c'est Jul. Et je trouve qu'à ce titre-là, c'est peut-être un des meilleurs morceaux aussi de l'album, sur ce côté plus interprété, chanté, et sur cette thématique-là, le morceau qui s'appelle Scanner. Qui d'ailleurs relance la rumeur d'un album commun un jour. Alonso en avait déjà parlé. Peut-être que les deux, ils peuvent se tirer la bourre et vraiment se tirer vers le haut. Je sais qu'Alonso avait déjà dit qu'il serait chaud pour le faire, etc. Franchement, depuis Normal en 2015, il y a vraiment un truc qui se passe entre eux. Et donc ce morceau-là, je le trouve vraiment très bien, mais du coup, je trouve qu'il a du mal à donner corps à cette émotion-là, à ces moods-là, justement, sur la trahison, etc. Donc, malheureusement, je trouve que c'est un peu un album dans la moyenne des albums mainstream, dans les teintes musicales, et que ça pourrait être pas grave, peut-être pour un autre artiste, mais pour un artiste de la stature d'Alonso, ça me laisse un peu sur ma faim, surtout avec encore une fois ce qu'il a montré sur Quartier Nord, quoi. Donc il y a des bonnes choses sur ce disque, mais moi du coup ça me laisse un peu déçu, quoi. Ok, très bien. Je sais même pas c'est le combienième d'album d'Alonso, parce qu'il y a l'album et mixtape, j'ai même pas fait le compte, on regardera. Vous nous direz en commentaire, beaucoup en commentaire, et Raphaël offrira un bonnet à la première personne qui donne la bonne réponse. Ce qui nous permet en tout cas, donc cet album d'Alonso est disponible, peut-être de revenir aussi sur sa carrière et donc de lancer la deuxième partie de l'émission. Effectivement, elle commence très tôt, cette carrière, pour lui, parce qu'il est effectivement encore mineur. C'est le plus jeune de ce qui va devenir les psychiatres. Exactement. Voilà, on l'a dit, il est actif depuis 95. Est-ce qu'on peut peut-être, puis après ce sera l'occasion peut-être de parler des psychiatres, mais Raph, nous rappeler un petit peu justement le début un peu de la carrière d'Alonso. Bien sûr, donc il commence effectivement, déjà on va même parler de ses origines géographiques. Il vient du Plan d'Aou, qui est dans le 15e arrondissement de Marseille, donc c'est vraiment les quartiers nord, vraiment très, pour le coup, son album d'il y a 3 ans avait pas volé son nom, il vient vraiment de ce coin de Marseille. C'est vraiment des coins très très éloignés du centre-ville, les quartiers nord. Et d'ailleurs une fois je l'avais interviewé, il me disait à quel point pour lui commencer à faire ses premières scènes ouvertes, il fallait prendre le bus, descendre la 7 pour aller jusque dans le centre-ville, donc voilà, c'était vraiment très très loin, pas de transport en commun type voie ferrée, ce genre de choses. Il faut vraiment c'était vraiment compliqué dans les années 90. Et donc en fait il vient d'une famille d'origine comorienne, et donc il a des cousins, Vincenzo, enfin qui vont devenir Vincenzo, Soprano, etc. Lui c'est le plus jeune, et Soprano qui rencontre au lycée DJ Sia Style, paix à son âme, puisqu'il nous a quittés au début des années 2010 si je dis pas de bêtises. Et donc c'est comme ça qu'au début ils ont un groupe qui s'appelle Kids Black Dog, KBD, et ensuite qui vont devenir les psychiatres. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans ce qu'il raconte sur son parcours, c'est qu'ils viennent d'un quartier qui n'est pas du tout hip-hop dans les années 90, et qu'il faut déjà aller dans un autre quartier qui s'appelle la Savine, où il y a un collectif très important qui s'appelle les B-Vice, qui a été un peu une plaque tournante en fait pour plein de rappeurs de cette époque-là à Marseille. Et donc en fait ils ont fait, comme beaucoup de groupes de cette époque du coin, leurs armes et leurs crocs sur scène. Il fallait déchirer sur scène. Et ils arrivent à cette génération après IAM, après l'AFF, une sorte de 3e génération, c'est très près finalement. C'est très proche, tout ça, c'est entre le milieu des années 90, bon, IAM est là évidemment depuis la fin des années 80, mais entre le succès d'IAM, l'arrivée de nouveaux groupes comme FF, Troisième œil, et ensuite Psychiatre, qui arrivent aussi avec des groupes comme Puissance Nord, Carré Rouge, qui vont incarner
un rap marseillais beaucoup plus rude, beaucoup plus direct, beaucoup plus frontal, avec une teinte musicale aussi. C'est un peu l'évolution, quoi. T'as IAM, exactement. La FF c'était déjà plus... Et Psychiatre, ça va encore... Et en fait, c'est une évolution presque géographique, c'est-à-dire qu'avec IAM, on a un peu ce centre-ville avec des vieux immeubles haussmanniens, un peu aussi avec la FF, mais t'as aussi certains qui viennent d'autres quartiers, et pour Troisième Œil, c'est pareil. Et là, d'un seul coup, en fait, avec des groupes comme Psychiatre, encore une fois Carré Rouge, Puissance Nord, on arrive vraiment sur les blocs. Premier album des Psychiatres, ça s'appelle Bloc Party. Et en fait, dans le son, ça se ressent. C'est un son beaucoup plus froid, beaucoup plus direct, beaucoup plus quartier finalement. Quartier dans le sens vraiment grand ensemble, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est un peu la version marseillaise du rap du hall, comme on va vraiment la voir dans les années 2000, notamment en Ile-de-France, quoi. Ouais. Et donc ils sont signés à la fin des années 90 par Akash sur le label 361 Records. Et en fait c'est marrant parce qu'au même moment t'as les Psychiatres d'un côté et t'as Chien de Paille de l'autre, en fait. Tout à fait. Qui sont pas du tout les mêmes manières d'aborder le rap, mais qui vont fonctionner, qui vont faire des tournées ensemble. Il y a un très beau feat Soprano Sako sur Sadil Impact, la suite de la compilation Sadil, et le morceau est vraiment mortel, et c'est marrant parce que d'ailleurs mais une fois Sako m'avait dit en interview que quand il avait parlé avec Soprano à cette époque-là, et que Soprano avait déjà la vision de sa carrière, quoi, tu vois, et qu'il savait qu'il allait chanter à un moment, et voilà, mais bon, bref, mais c'est effectivement, t'avais ces deux écoles très différentes, mais qui partageaient quand même une forme de mélange, qui avaient en tout cas en commun Akhenaton, je pense, dans l'influence, et du coup ça se ressentait de manière différente. Et en fait, tu parlais de Sadil Impact, moi c'est comme ça que je les découvre, avec le morceau La Fierté du sang et La Fierté au sang, et en fait il y a cette énergie juvénile qu'ils avaient, il y a cette hargne dans les tripes, quoi, et même cette manière de rapper où t'as l'impression qu'ils voulaient dire beaucoup de choses en gueulant dans le micro, mais sur cette prod en plus avec des espèces de violons, etc., ça marche trop bien. Et donc voilà, donc dès qu'ils sortent leur premier album Bloc Party, notamment avec un single qui est Le Son des Bandits, c'est un vrai carton, parce que c'est un peu en plus le format radiophonique de l'époque, quoi, un refrain chanté, une instru plutôt mélancolique, mélodieuse, etc. Et je pense qu'ils arrivent très bien à incarner ça, en fait, ce que font en fait des groupes comme Sniper ou 113 finalement, à leur façon à eux, quoi. Et donc tout de suite ça devient le nouveau groupe de Marseille, quoi. Parce que l'album sort en 2002, l'année d'avant il y avait eu Art de rue. Oui. L'AFF ensuite, ils vont commencer à faire des albums solo. Tout à fait. Il y aura Marginal Music, mais qui marche moins bien. Et en fait, les Psychiatres, que ce soit avec cet album, le suivant aussi, dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Enfant de la Lune. Enfant de la Lune, merci beaucoup. Et le dernier, c'est Les Cités d'Or. C'est ça. En tout cas sur ces années-là, puisqu'après il y a Quatrième Dimension qui sort dans les années 2010. Ouais. Je pensais le dernier parce que je pensais surtout que c'est sur Les Cités d'Or, il y a le feat avec Ned Dogg. Tout à fait. Qui est un des derniers feats de Ned Dogg, je crois, dans sa carrière. En tout cas, je sais pas à quel moment il a été enregistré, mais en tout cas en termes de sortie, c'est un des derniers feats de Ned Dogg. Et en fait, c'est le groupe qui a réussi dans les années 2000, alors qu'on est en pleine crise du disque et que le rap français est durement touché aussi par cette crise-là, à incarner Marseille, en fait. C'est vraiment des stars nationales. Ils arrivent à chaque fois cartonner quand ils sortent un album, avec ce truc effectivement très mélancolique Marseille, mais aussi très très hall, très quartier, quoi. Et avec des singles comme Le Monde est Stone, par exemple, etc. Et en fait, c'est aussi le moment où tous ils essayent de un peu prendre le flambeau aussi d'Akarash et de toute cette scène marseillaise avant eux, de lancer des labels indés. Sopra lance Street Skills, mais aussi Alonso crée TSE. Et donc il va commencer à sortir des trucs de son côté, etc., pour essayer de commencer à exister tout doucement en solo. Il va vraiment franchir le pas à partir de 2010, en fait, le passage aux années 2010. Après, en plus, une période où, et ça il le raconte aussi souvent en interview, c'est il cartonne avec les Psychiatres, mais en même temps sa vie elle est compliquée parce qu'il est jeune papa. Bien sûr. Il vit toujours là où il a grandi quasiment, quoi. Donc il est pris un peu dans ces trucs là. Et c'est vraiment, je crois que c'est à partir de ce troisième album où il se dit des Psychiatres, où il se dit en fait Sopra l'a fait avec son album solo qui sort en 2006 ou 2007, je sais pas, le premier. Peut-être que je peux le faire aussi, quoi. Et donc c'est au moment où il va commencer à essayer de se réinventer en solo. Et ce qui n'est pas forcément facile quand tu as déjà un mec qui est une autre star, quoi. Bien sûr. Pour ton zinc qui est en train de péter en solo. Donc voilà, je trouve que ça dit beaucoup de choses déjà sur tout ce qu'ils ont réussi à bâtir avec les Psychiatres. Ce truc d'être à la fois très enracinés dans leur quotidien, mais aussi avec cette gamberge de... Il faut faire de la musique qui puisse toucher le monde, en fait, tout le monde, qui en fait se retrouve après en filigrane dans sa musique à lui en solo, quoi. Est-ce que moi j'avoue, Psychiatre, autant j'étais fan d'Akhenaton et j'ai pas tant écouté que ça à l'époque, alors que j'ai écouté en solo, j'ai écouté Sopra en solo, j'ai écouté Alonso en solo, mais pas tant les Psychiatres. Est-ce que vous,
Est-ce que toi, par exemple, tu t'es pris pas trop non plus? Ouais, c'est pareil. En fait, pour moi, le succès de Soprano va éclipser un petit peu les travaux de Psychiatre de la Rime, mais que j'ai écouté parce que c'était déjà des tubes à l'époque. Hein. Moi aussi, j'ai écouté tous les albums, mais... Oui. Mais je me prenais... peut-être le 4e, j'avoue, je me prenais moins le truc. Et effectivement, tout à l'heure, tu citais Sniper. Je trouve qu'il y avait une énergie un peu plus... c'était un peu plus évident, en fait, en termes d'énergie de groupe, celui-là. Mais en fait, Soprano, j'écoutais énormément parce que c'était la star du moment. Et aussi, c'était une époque où il y avait moins de place, en tout cas, pour avoir des grosses têtes. Donc, c'est clair. C'était un peu difficile d'exister aussi à côté de Soprano, tu vois. Même s'il y avait une très belle énergie dans Psychiatre de la Rime, et que, évidemment, c'était tous mes premiers téléchargements illégaux, c'est Psychiatre de la Rime, parce qu'il y avait... de la matière à foison pour représenter justement ce rap de rue qui était différent du rap d'Île-de-France et qui a apporté quelque chose de nouveau, évidemment. Mais je pense que ça a pu être une difficulté aussi pour Alonso à ce moment-là, c'est qu'on est à une époque où il y avait une grosse tête qui pouvait éclore, c'était Soprano. Donc ça a été des débuts un peu plus timide, on va dire, pour lui. Vu que tu as dit des téléchargements illégaux, ça me rappelle cette fameuse rime du célèbre Boza sur Premier Suicide qui disait « Nique les règles grammaticales, on est pire que des animaux ». Voilà, extraordinaire. Et en plus, ça permet de boucler avec l'actualité, puisqu'ils ont fait une suite à ce morceau-là, voilà le second, avec Myro en feat, Myro et Oxmo. Sur la FIA. Exactement. Sur la session, tout à fait. Toi, tu t'es buté au psychiatre ou contrairement à nous pas J'ai beaucoup aimé le premier album. Oui, qui est quand même le premier album, il faut le dire, qui est quand même vu comme un classique, je pense, pour une génération qui est beaucoup cité. C'est le plus cité. Alors, je pense qu'il a du moins marché que Enfant de la Lune, qu'Enfant de la Lune, c'était vraiment énorme. Mais en termes d'impact, c'est vraiment un album qui est important, le premier des Psychiatres. Ah, de ouf, Et puis, moi, il y a un morceau que j'adore aussi sur cet album qui s'appelle Sale Bête, où c'est pareil, en fait, l'énergie. Et puis, Alonso, déjà, en fait, il y avait déjà un peu ce côté très acrobate chez Soprano, capable déjà de chanter avec son style très propre à lui. Vincenzo, qui était beaucoup plus posé, beaucoup plus introspectif, et un Alonso, en fait, qui était déjà marteau-piqueur, quoi. Et sur ce morceau-là, il dit... J'emmerde Godin, donc Jean-Claude Godin, je crois, je dis pas de bêtises, ancien maire de Marseille, qui je crois décédé il y a pas très longtemps. Qui a souvent été dans le rap marseillais, puisque AKH le cite sur un single quand même de l'École du micro d'argent. Et en fait, tu sais, il y va bam, plein pot comme ça, quoi. Et donc je pense qu'il y a ce truc très, très propre déjà à Alonso d'être voiture bélier, quoi, tu vois, sur des morceaux. Par exemple, ça, c'est typiquement un morceau que j'aime bien. Ça permet de faire peut-être une transition du coup pour la suite de sa carrière quand il part en solo, puisque moi je me souviens que quand il commence à sortir ses projets solo, effectivement il assoit un peu l'identité plus rue entre guillemets versus Sopra ou Vincenzo. C'est vraiment quand tu l'as dit, le rentre dedans du groupe. Et je me souviens d'une interview de Salif où il avait dit oui, j'en ai marre un peu du rap de pleureuse, etc. à cette époque-là. Et beaucoup de gens pensaient aux psychiatres parce qu'ils avaient effectivement ce côté mélancolique, voilà. Et moi en interview, la première fois que j'interviewe Salif, je lui dis mais sur ton projet il y a Alonso des psychiatres, donc on avait un peu l'impression que c'était bon. Il fait mais Alonso, pour moi c'est pas lui la pleureuse dans le groupe, tu vois. Je crois qu'il avait dit ce terme-là, quelque chose comme, d'ailleurs l'interview est disponible, mais en fait du coup on comprend que c'était il pensait aux psychiatres mais plutôt à Sopra en fait, où Alonso c'est vrai qu'il avait... Et je pense que c'est toujours ça qui est dans un groupe, tu as effectivement le succès du groupe qui parfois éclipse un peu le reste, tu as aussi souvent une personnalité qui se détache, pas forcément parce qu'elle est plus forte ou quoi, mais parce qu'elle est juste, elle se détache, tu vois. Section, beaucoup de gens pour eux c'est Gims, parce qu'en fait c'est lui qui à un moment je pense donne au groupe un autre potentiel, et Sopra c'est pareil, tu vois. Et donc Alonso effectivement qui est dans une identité beaucoup plus dure, bruit de décoffrage, avait peut-être un peu de mal à émerger. Mais il a essayé de le faire du coup, et peut-être qu'on peut parler un peu du début en solo. Justement, après Soprano qui se lance en solo et qui connaît un succès direct, on le disait, Alonso ça met un peu plus de temps. En 2009, il sort une mixtape. Et entre 2010 et 2012, il va sortir 2 albums, Les Temps modernes et Amour, gloire et cité. Quand on regarde les chiffres, en vrai, on peut pas parler de traversée du désert, on peut pas parler d'échec, absolument pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est évidemment, on peut souffrir de la comparaison. Forcément, on va te comparer avec ton collègue. C'est un peu plus compliqué pour Soprano, mais c'est aussi la forme qu'il le veut. C'est parce que Soprano, il s'ouvre à des choses et que... il y a un côté sans concession à ce moment-là d'Alonso, qui l'a fait évoluer aussi après. Mais à ce moment-là, effectivement, c'est pour ça que ça met plus de temps à s'installer. Il faut aussi rappeler qu'au moment où il se lance en solo, on est dans une période qui s'appelle la crise du disque. Bien sûr. Donc forcément, les conditions ne sont pas toutes réunies pour que les succès soient aussi faciles, entre guillemets, qu'aujourd'hui.
Parce qu'en fait, tu parlais des... Même si on n'aime pas parler que des chiffres, mais je crois que les temps modernes, c'est 38 000 ventes. C'est ça. Et Amour Gloire Fixée, c'est 35 000 ventes. Donc en fait, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui vendent 38 000 CD. Hein. C'est sûr. Je pense effectivement c'est compliqué aussi pour lui parce que tu l'as dit, il n'y a pas tant... Aujourd'hui, il y a beaucoup de têtes d'affiche du rap français. À ce moment-là, il n'y en a pas beaucoup. On les connaît. Oui, il y a Rof, il y a Booba, il y a Soprano, il y a Jams, même si à ce moment-là, ça commence déjà à être un peu la fin de son ère, de sa carrière, tout simplement, parce qu'après, elle arrête. Il y a Orelsan, mais c'est pas encore une tête d'affiche à ce moment-là. La section qui commence à arriver, donc c'est vrai qu'en fait tu les comptes sur les doigts d'une main. Et en fait, pas le cas aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une vraie bascule, et ça revient à ce qu'on disait à la fois sur l'année 2015, mais aussi sur ce qu'on disait sur la crime. C'est cette idée, on revient à ce truc de faire de la musique populaire, en reprenant, en fait, pas faire de la musique commerciale, mais à reprendre des trucs de rap que plein de gens en fait écoutent. En même temps qu'ils peuvent écouter tout ce qui passe dans les chichas, ce que dit souvent Alonso d'ailleurs quand il en parle, hein. On écoute de tout en fait. Et on peut faire la fête en écoutant du rap. La trappe vient d'arriver. Alonso va adopter aussi ce truc-là pour faire une espèce de trappe de club. Et puis, en fait, il y a une rencontre qui est hyper importante pour lui, c'est Spike Miller. Tout à fait, c'est vrai que ça toujours son réalisateur. Quand il faut parler des producteurs, t'es là, toi. Hein. Évidemment. D'ailleurs, pardon, mais beaucoup de commentaires de gens qui sont heureux de te voir heureux en face de Tariq Azouz dans les reviews. Mais il y a eu des commentaires sur YouTube, mais j'ai reçu des messages. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'il avait, Raphaël, à être aussi content là. Il y a un producteur en face de lui, il est content en fait. Les producteurs, je suis content, tu vois. Il y aurait Spike avec nous, je serais content aussi, tu vois. Salutations à Spike. Mais voilà, je pense que là, il arrive vraiment à trouver son double musical quoi. Et là il va à partir de justement 2014 avec l'EP La Belle Vie où il y a notamment ce morceau La Belle Vie et c'est un des premiers rappeurs, si ce n'est peut-être le premier qui rentre sur ce truc DJ Mustard hein, Alonso avec ce morceau hein. C'est vrai et en faisant un truc justement très un banger en fait de bagnole, de soirée, de tout ce que tu veux quoi. Voilà. Avec donc Spike Miller, ils se connaissent depuis longtemps. Mais Spike à ce moment-là qui vit lui en région parisienne, alors Spike qui a évidemment produit la compilation One Beat en mode de raw, enfin il a fait plein de trucs qui ont cartonné et là en fait il vient s'installer à Marseille et ils bossent entièrement ensemble quoi. Et tout de suite il y a un shift, il y a vraiment un shift et on sent 2015, on y revient, on en parlait tout à l'heure, règlement de compte et boum là c'est vraiment toute la réinvention de 2010 à 2015 d'Alonso qui d'un seul coup toutes les étoiles sont alignées et il fait cette musique là justement, cette musique de rue populaire avec des tubes du genre Binta, mais aussi des trucs comme Finilé. Alors je crois que c'est pas sur Règlement de Compte, mais c'est sur Capo des Capi. Qui est un énorme classique. Voilà, tu vois sur scène, ce morceau, c'est. Donc voilà, en fait, je pense qu'il arrive à trouver la bonne formule justement, être à l'affût des dernières tendances du rap, notamment du rap quinri, en même temps en gardant cette identité très quartier marseillais et puis toute son expérience accumulée quoi. Et je pense que là c'est vraiment un moment charnière pour lui entre 2014, 2015 et 2016 puisque 2016 il y a la sortie de Avenue Saint-Antoine si je dis pas de bêtises. Absolument. Voilà. 2016 c'est Avenue Saint-Antoine, tout à fait. Et donc là ça devient une tête d'affiche quoi. Et puis en fait il a toujours aussi ce truc là où il arrive à être présent sur des énormes tubes. Je pense bien sûr au Petit Génie. Tu sais que Petit Génie en fait je dis la vérité, moi je l'ai découvert presque quand j'ai interviewé Losa. Alors c'est un tube depuis un an. T'as réussi à l'esquiver tout ce temps. Ouais, en fait, je le voyais dans les charts, mais je l'écoutais pas trop, quoi. Et je trouve le morceau mortel, en vrai. Tu vois, je le trouve trop efficace. Il avait aussi 2 morceaux avec Iman ES qui ont cartonné. Enfin, il arrive toujours à être présent sur des choses très différentes, en fait. C'est-à-dire des choses effectivement très, très rap, des sons typiquement, on va dire... marseillais post-Joule quoi, c'est des choses qu'il fait très bien, des vrais bangers de soirée, tu vois, tu parlais de La Belle Vie, enfin ce genre de choses et justement et des chansons pop aussi et sur le son de Joule c'est un des premiers aussi tête d'affiche de Marseille en fait à dire en fait c'est ça le truc tu vois, que ce soit normal, que ce soit ils le savent aussi sur Avenue Saint-Antoine ils le font hyper bien en plus, on vient à cette alchimie qu'ils ont ensemble mais et en fait c'est dans l'identité marseillaise qu'il a porté depuis des années, il avait des morceaux aussi un peu club comme ça sur ses premiers albums Alonso donc tout à fait tout à fait c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas finalement tant de gens que ça qui sont capables de rapper aussi bien avec Kershak que Koba que Danny Dan, parce qu'il est présent sur l'album de Danny Dan et Kyo Itachi. Mais c'est aussi un exemple au-delà de la longévité, parce qu'on peut rester longtemps à faire la même chose et pas évoluer. Pour le coup, je trouve qu'Alonso, il y a une vraie évolution aussi dans sa manière d'appréhender sa musique. Parce qu'il a pas édulcoré, il a toujours gardé ce rap dur, franc, qu'on lui connaît, mais il l'a agrémenté de plein d'autres choses. Et justement, c'est là où je trouve qu'il y a quand même une intelligence artistique qui est certainement due à son entourage qui le conseille très bien, pour être... au goût du jour, tu vois, et en fait être écouté autant par des gamins de 14 ans que par nous, des personnes, j'allais dire des vieux de 35. Non, mais je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Je suis pas encore. Non, je suis pas encore. Bon, non. Bref. T'as pas de rhumatisme encore.
un peu. Aïe, La hanche, ça coince un peu. Ça couine. Ça couine un peu. Non, mais ouais, en tout cas, faut le saluer quand même, parce que c'est vrai qu'effectivement, on a parlé de Dreamcatcher tout à l'heure, on le cite à chaque fois. Alonso, c'est aussi un très bon exemple. Et tu parlais aussi du Vélodrome. Ça reste un emblème de Marseille, tu vois, et il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui peuvent quand même se targuer d'être, tu vois, l'icône d'une ville, tu vois, une ville où il y a des Jul, d'autres. Je pense que ça va être une fête extraordinaire. Énorme, je pense. Évidemment, Jul, oui, bien sûr, ça va être génial. J'ai envie d'aller le voir au Stade de France, mais je pense qu'Alonso, ça va aussi être très émouvant parce que c'est le premier, et je pense que ça va vraiment signifier quelque chose pour beaucoup de gens, quoi, d'être là-bas. Tout ce qu'il incarne et tout ce dont on a parlé, en fait, tout cet héritage musical. Je serais pas surpris qu'il y ait des invités peut-être justement qui remontent jusqu'à Ayam ou ce genre de choses, tu vois. Donc il a traversé les époques. C'est une histoire du rap aussi. C'est une histoire du rap marseillais. Tu vois, c'est vraiment ça aussi, quoi. Est-ce que vous pensez qu'Ayam peut remplir le Vélodrome ? Mais ils vont en faire un là cette année. Ils vont annoncer ? Oui, parce que je me disais en fait ils peuvent le faire, je pense. Alors je sais plus la date. C'est cette année là, je sais plus quand est-ce qu'ils doivent le faire, mais ils vont le faire cette année. Super, ce serait bien qu'on y aille. Évidemment, déjà, oui. Ce serait bien qu'il y ait Freeman. Je sais pas si c'est possible aujourd'hui. Tu vois, je sais pas quelle est la teneur et je veux pas, peut-être que c'est trop beau. Voilà, mais ce serait beau. J'aimerais bien que ça s'arrange entre eux et qu'il y ait tout le monde. Parce que finalement, c'est quand même un des rares groupes qui est là depuis les années 80 et qui est encore quasiment au complet aujourd'hui. Ça pas beaucoup, ça n'existe pas. Donc voilà. Mais bon, j'espère que ça peut s'arranger entre eux. Ce serait beau quand même qu'on ait Malek Sultan au Vélodrome. Voilà. Et puis sur une date d'Alonso, d'avoir une réunion des psychiatres aussi, tu vois, rien aussi pour rendre hommage aussi à Style, tu vois. Ça me semble plus possible. Ça me semble plus possible, mais je pense que tu vois, en plus, l'accomplir comme ça au Vélodrome, c'est incroyable. Parce que pour le coup, et ça permet aussi, parce que t'as dit un mot un peu sur l'entourage, etc. Et il a la même équipe depuis le début. On peut parler d'Only Pro très rapidement, notamment son manager historique et producteur, c'est Matteo, qui est quelqu'un de discret mais de très important et voilà, qui est derrière Soprano, entre autres, Alonso, Louane aujourd'hui, qui cartonne par ailleurs. Et on a eu l'occasion de les voir au Stade de France de Soprano. Il y avait tout le monde, il y avait Vincenzo qui était là, il y avait Sopra qui était là évidemment, il y avait Alonso qui était là, enfin il y a vraiment ce côté familial qui est j'ai l'impression qu'ils ont encore réussi à maintenir, tu vois, ce qui est quand même beau en fait, tu vois. Les Marseillais restent tu vois, soudés. Bon, et ben écoutez, c'était en tout cas on pourrait parler encore longtemps d'Alonso, mais on va se garder un peu de temps pour les coups de cœur. Est-ce que vous avez des coups de cœur cette semaine à partager aux gens qui écoute le Code Review? Bien sûr, je commence si vous voulez. Quelques mots sur à Jeune Crack qui a sorti un EP qui s'appelle Premier Mouvement et que je trouve toujours aussi intéressant. En fait, je trouve que plus il prend du galon, plus il affine son écriture, que parfois au début je trouvais un petit peu légère, je trouvais qu'il y avait toujours la rime de petit con efficace, mais que parfois ça manquait un petit peu de subtilité. On en avait parlé ici pour un de ses précédents projets, mais là pour le coup il y a de plus en plus de substance, donc ça me plaît beaucoup dans son écriture. Et après sur tout le reste, il continue de prendre aussi des XP. Il était déjà très fort, mais là sur ce projet là il est présent à la composition de tous les morceaux. Et ça se voit qu'il est vraiment dans son air de geek qui veut foutre les mains partout et vraiment bidouiller et toucher à tout et pousser l'expérience à fond. Moi, ça me plaît beaucoup de voir ce genre de gars qui aurait pu peut-être se reposer un peu sur un succès qu'il a eu auprès de son public assez rapidement. Et finalement, non, il reste dans sa bulle, il reste un peu déconnecté du reste, tout le temps s'entourant des bonnes personnes. Bien sûr, il a sorti un projet avec Hologram Low notamment qui était très cool, mais en tout cas, une bonne évolution et un très bon projet encore une fois. Donc voilà. Alors au moment où nous enregistrons, parce qu'il est sorti aujourd'hui, j'ai pas encore écouté le projet, mais j'aime beaucoup à Jeune Crack, j'ai déjà dit tout le bien que j'en pensais, mais je répète ce que j'ai dit un peu sur NES. Je trouve qu'il y a trop de projets avant. J'ai l'impression que cette génération-là, elle est terrifiée par le premier album. Mais oui. Tu vois, ils veulent pas sortir cet album. Et peut-être qu'il fera jamais d'album. Peut-être que c'est autre chose, c'est un autre format, mais j'ai l'impression qu'ils sacralisent trop ça. Et du coup, tu vois, il y a plein de projets et je me dis toujours, est-ce qu'ils gaspillent pas le feu, pour reprendre la phrase d'Alpha, tu vois, sur des projets, peut-être qu'on va moins se souvenir. Est-ce qu'ils sont pas en train d'user des bêtes de rimes
sur un... Surtout qu'apparemment, peut-être que c'est moi qui sacré l'album et qu'eux s'en foutent, mais... Apparemment, c'est le premier volume d'une trilogie. Le premier mouvement, ouais, donc c'est encore une autre c'est une autre trilogie qui arrive. Bon, après, je sais pas. C'est ce que les jeunes veulent, je pense. Peut-être, non, peut-être, tout à fait. Mais sauf que quand tu parles avec eux, alors j'ai jamais parlé avec à Jeune Crack, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc de l'album qui est vraiment un truc très moi, je le ressens comme ça aussi. Je sens qu'il est dans son expérimentation pour arriver à une forme finale, tu vois. Peut-être. Tu me diras, je citais Alpha, entre son premier album et le moment où on l'a découvert, il s'est passé beaucoup de temps, il y a eu plusieurs projets, donc c'est clair. Voilà. C'est clair. Raph. Je vais vous parler de nouvel album de Flint qui s'appelle Monsieur Julien. Flint, qui est celui que tu dois connaître si tu prétends y connaître, comme il le disait dans son précédent album, rappeur du 18e arrondissement, qui a sorti sans doute un classique. J'éclaire ma vie. J'éclaire ma vie. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Je pense qu'on peut le dire. Ouais. Et donc là, c'est son 4e album qui sort après le précédent Ça va bien se passer, qui était sorti en 2018. Et ce disque, Monsieur Julien, je le trouve plus homogène et cohérent que le précédent en termes de couleur musicale. Quelqu'un qui prend du temps. Exactement. Exactement. Parce qu'en fait, le rap n'est pas son activité principale. Il a un boulot à côté. Et donc voilà, c'est un disque au son plus dépouillé, plus boom bap aussi, alors un petit peu façon Griselda, mais on retrouve aussi des rythmiques trap sur un morceau comme Busy, ou même un peu funk sur un morceau comme Meilleur Spot. Et donc c'est un album où il est beaucoup question de bien vieillir sereinement, malgré la vie de famille et la passion toujours un peu dévorante. Du coup, il est beaucoup question de confort matériel sur en fait comment bien gagner sa vie quand on est père de 3 enfants et qu'on veut continuer à faire du rap, etc. Donc il y a plein de problématiques comme ça. Mais il le dit toujours avec beaucoup d'humour de second degré, presque aussi d'autodérision en fait. Il y a toujours ce truc de je suis un meilleur rappeur que les autres, mais en même temps je le dis, mais en fait j'ai pas beaucoup de victoires, quoi. Je reste quand même un rappeur de niche, quoi. Tu vois, il y a un peu cette idée là. Et donc il y a toujours beaucoup d'humour caustique, sarcastique, sur un morceau notamment qui s'appelle Mauvais pour le business, mais il y a aussi plein de petites leçons de vie sur son histoire familiale. Il y a un morceau qui s'appelle Histoire vraie notamment. C'est du rap d'adulte pas chiant. Avec toujours Paris en toile de fond, parce qu'il adore sa ville. Il y a un morceau qui s'appelle Meilleur Spot où il en parle, et c'est toujours un rimeur d'exception, quoi. Et comment il fait tomber les rimes en rappant de manière encore plus lente peut-être qu'avant, c'est de l'orfèvrerie en termes de rap, de placement précis un peu acrobate, des petites punchlines malines. Donc voilà, 10 titres de très bon rap, quoi. J'aime bien les projets, le mec il prend son temps pour sortir 10 titres. Je trouve ça cool. C'est concis. Exactement. Rapidement, parce que j'ai sorti une interview avec lui, etc. Mais je vais pas m'étendre. Puis l'album est déjà sorti, donc je pense que les gens l'ont déjà écouté. Mais moi j'en place juste une pour l'album de Youssoupha, que j'écoute franchement quasiment, je crois même tous les jours depuis sa sortie. C'est aussi du rap de daron pas chiant, je trouve. Je sais pas si c'est son meilleur album. En fait, dans l'interview, il dit, je sais pas si c'est mon meilleur album, mais je crois que c'est le meilleur Youssoupha. En tout cas, c'est ce que lui dit CHI. Ce que lui a dit CHI pendant la... Et je suis assez d'accord avec ça, en tout cas, à chaud. Vraiment, j'ai l'impression que pour moi, c'est le meilleur album de ce début d'année. Je trouve que tout ce qu'il tente, il le fait bien. Il y a même un morceau presque un peu Maybach Music, Grand Boubou des Ancêtres, que je trouve génial. Pas de feat, voilà. Beaucoup de lignes dont on se souvient. En fait, quand j'ai préparé l'interview, je me suis dit, c'est facile. En fait, à chaque ligne, quasiment, il y a un truc dont j'ai envie de lui parler. Parce qu'il se livre beaucoup. Il y a aussi tout un truc où il parle beaucoup, enfin, il est très vulnérable, il parle beaucoup des erreurs qu'il a faites, des choses, enfin, il se remet en cause sur des choses qu'il a pu dire, des choses qu'il a pu faire. Enfin, je le trouve très sincère, très honnête, même si Youssoupha a toujours été quand même un rappeur globalement qui s'est livré, c'est pas nouveau, mais je trouve que forcément, comme il a pris de l'âge, il est sûrement encore plus mature, encore plus à l'aise avec tout ça, et ça rappe très 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 bien, vraiment. En fait, on se souvient presque à chaque album à quel point il rappe fort. Tu sais, j'ai l'impression que dans les discussions, moi je suis pas, je vais pas citer Youssoupha comme ça, alors qu'il est trop fort, quoi. Et sur Capital du Crime Radio, quand il vient sur un morceau vraiment purement ego trip, il est trop chaud. Vraiment, j'adore cet album. Et en plus, on peut le dire, donc l'album s'appelle Amour Suprême, donc en référence évidemment John Coltrane, Love Suprême. Et il y a aussi Samir Hamad qui a fait un album qui s'appelle Amour Suprême au pluriel. Et dans l'interview, Youssoupha cite Samir Hamad où il dit qu'il aimerait bien potentiellement bosser avec lui un jour, ou même pourquoi pas que Hamad écrive pour lui. Donc je sais pas, moi c'est quelque chose que j'aimerais voir. D'ailleurs, on parlait de CHI qu'on a découvert à l'époque dans le groupe Taichi, début des années 2000. CHI qui est là, et Taipan qui écrit sur l'album. Voilà, c'est ce que me disait Youssoupha. Donc ils sont encore proches avec Taipan. Voilà pour aujourd'hui.
Eh ben, c'était C'est un pas mal. plaisir. C'était un très bon programme. C'était copieux. Bon, et puis Ouais. c'est pas mal de parler aussi de Flint et du Youssoufa Mais grave. dans une émission sur Sur Alonso. Alonso. Ouais, Parce de que finalement, non, mais c'est des gens de la Ah, même mais génération, de fou. en fait, Ouais. quelque part. Donc, bon, il y a que toi avec la jeune crack. Voilà. Ah, Toi, désolé, t'es- hein, t'es le la jeune. jeunisme. La jeune. Ah, C'est désolé. bon, là, on va mieux, là. Bon, merci beaucoup. Merci Sandra. Bah, merci à vous. Merci Raph. Merci Avec tout plaisir. le monde. Et on se retrouve dans 2 semaines pour sûrement une autre référence à 2015, évidemment.